Khorchi Driss, qui est natif de Fès, poète avant... Allô? Donc, je termine la présentation de ces Khorchi. Donc, il est poète avant d'être romancier, comme il a déclaré à Jacques Alexandre de France Passe TV. Il est aussi enseignant de langue. Alors, l'écriture était pour lui une façon de transcender le réel. Il commence par la poésie depuis son jeune âge. Ensuite vient le temps où le roman préoccupe le poète. Il a enrichi le panorama littéraire et culturel par 2 recueils de poésie intitulés Les pissenlits de l'exil en 2014 et Errance en 2018. Il a publié aussi 3 romans en France, dont Miettes et Ombre en 2017, Printemps enragé en 2018, La Revenante en 2018. En cours de publication, les jours à venir, il va y avoir dans les étagères son nouveau-né. C'est La danse sur les clous. Donc, c'est pour très bientôt. Donc, durant ce 46e débat, Driss Khorchi va nous faire voyager à travers ses œuvres et partager avec nous les tenants et les aboutissants de ses créations. Mais avant de lui céder la parole, j'aimerais exprimer ma gratitude à ce merveilleux groupe qui a fait d'une idée une réalité pour croiser d'éminentes personnes de la littérature, de la science, de l'art, de la politique. Ce concept lancé depuis le 27 avril 2020, début du confinement, a donné naissance à d'autres idées, dont le programme Parcours d'un combattant ou d'une combattante. Donc, vous pouvez le consulter sur la chaîne. Et le deuxième programme, c'est Alesh La, Lisat Farras Nfa. C'est pour faire découvrir de nouvelles choses qui sont créées par nos amis d'ici et d'ailleurs. De ce fait, je suis à votre disposition, les amis, si vous avez des personnes à proposer pour l'un de ces 2 nouveaux programmes, notamment les gens qui ما خداوش حقهم في التعريف dans n'importe quel secteur, et j'aurai l'occasion d'accueillir parcours d'une combattante, Madame Fed Malika, très bientôt, pour qu'il nous parle de son itinéraire. Donc, ceci dit, je cède la parole à Driss, واسمح لي إلا خديت بزاف ديال الوقت. تفضل سي قرشي. Bonsoir. Bonsoir. Je tiens à vous remercier pour cette merveilleuse plateforme qui permet de découvrir les nouveaux auteurs, que ce soit en arabe ou en français. C'est une occasion pour moi de me présenter. D'abord, comme vous venez de le dire, je suis natif de Fès. J'ai commencé par la poésie. C'était un parcours enrichissant parce qu'à travers la poésie, je me suis découvert, surtout à travers mon premier recueil poétique, Les Pissenlits de l'exil. Ensuite vient Errance en 2018. Mais le roman était pour moi un défi à relever, et parce que tout simplement, je le considère comme étant une poésie à part, une poésie vivante, plus vivante que le poème. Et donc, mon premier roman était Miettes et Ombre, un roman qui retrace la vie de 2 mendiantes dans la Médina de Fès. Elle traite donc un sujet épineux, c'est la mendicité. Et donc, c'était une représentation d'une autre manière de la ville de Fès et de son histoire, surtout la Médina. Et ensuite vient mon deuxième roman, qui va sortir aussi chez une maison marocaine, Miroir aux Alouettes. Mon troisième roman, c'est La Revenante. C'est une histoire qui part de mon expérience en tant qu'enseignant dans le Haut Atlas, au sud de Marrakech, à la lisière de Taloudant. Et donc, c'est un roman qui est fictif, basé sur une réalité un peu dure, en deux périodes, en 2
phases. La première partie, c'est l'initiation d'un jeune enseignant dans le Haut-Atlas. Et donc, ensuite, on assiste à une transformation au niveau de la structure du roman. Adil qui va découvrir la montagne au Atlas, C'est au c'est fond, il y Driss. a C'est Driss. les gens qui sont jaloux de trésors qui viennent, ce sont des trésors. Oui, je vous écoute. Nous avons des coupures Oui, de temps en temps, c'est qu'on a des petites coupures. Euh, allez-y, d'abord la connexion de Vamziana. Donc, تتمشي bon, la j'ai changé la connexion parce que tout à l'heure. Bon, je prends la connexion qui est sur mon téléphone. J'ai changé la connexion pour que ça marche. Là, des fois, ça marche. Des fois, la connexion, elle est lisible, elle est bonne. Des fois, ça تكون ناقصة. معليش, allez-y. D'abord, c'est bon. On doit régler le problème avec les opérateurs parce que vraiment, c'est Exactement. gênant d'avoir Exactement. toujours ce désagrément de la connexion. C'est vrai. Bon, j'étais à La Revenante, dont la première de couverture, c'est une photo que j'ai prise en 2010. Je ne savais pas que plus tard, après 8 ans, elle sort. Et donc, si vous voyez par exemple la première de couverture, c'est là où j'enseignais. Il y a deux classes. À côté, il y a, bon, c'est une section scolaire. Et à côté, il y a l'habitation fonctionnelle, si vous voulez. Et donc, cette photo que j'ai prise en 2017 va devenir la couverture, la première de couverture de mon troisième roman. Je ne sais pas si on va se focaliser sur C'est Driss. un C'est romanesque. Driss. Est-ce qu'on va parler d'un... C'est Driss. Je vois que... Je voudrais vous faire une proposition. حيد les Oui, écouteurs. حيد les écouteurs complètement. d'accord. حيدهم خليه غير normal. Allez-y. D'accord. Là, c'est bon. Je suis arrivé à quel point? Alors, غادي نحاول نحيد l'image حتى هي pour un tout petit peu booster la connexion. Vous allez m'en excuser. Je crois que vous avez aussi une petite... Ouais. نعم غادي نحيد l'image. احنا عندنا la connexion elle est bonne, on arrive sur le dernier, comme ça on peut discuter le dernier. Merci. ouais. D'accord. Bon, je vais terminer ce que... Donc, je parlais de La Revenante. Donc, sur la deuxième partie, il y a un choc Là, c'est Driss, il y a un problème de son. C'est Driss. C'est Qarchi. le chef d'un hameau qui est... C'est Qarchi. كنا كنسمعوه مزيان. Il a même posé la question Ouais. sur est-ce qu'il va traiter du livre qu'il a envoyé. On a tout entendu. C'est un problème. Donc il doit se reconnecter ou la Si, oui, ماشي سمعنا. Là, ça se déconnecte. Il y a un petit problème d'instabilité de la connexion. Alors, finalement, il a dit. Je suis là. Il est là, c'est Qarchi.
Alors, c'est Korchi, je vous propose de désactiver la vidéo باش يبقى غير le son اللي يمشي حتى نبغيوها عاوتاني on l'active. Donc, je vais désactiver la vidéo. C'est bon, d'abord, il n'y a pas de vidéo, le son غادي يكون أحسن. Allez-y. D'accord. Bon, je parlais de l'histoire de la revenante qui se déroulait dans le Haut Atlas. Donc, sur la deuxième partie, il y avait un combat acharné entre des orpailleurs, des frais déguisés en frais. Et donc, Adil, il va se trouver au milieu, tiraillé entre les deux, surtout qu'il était porteur de signes qui va permettre aux frais d'accéder au trésor. Mais en fait, le trésor, c'est la montagne et c'est la préservation de la montagne. Et donc, tout ce combat-là n'était pas bien pour de l'or ou autre chose, mais surtout pour la préservation de la montagne. Parce que en lisant le roman, on découvre la beauté de la montagne, une montagne qui a besoin d'être sauvegardée. Mon quatrième roman, c'est Le Printemps enragé. Je ne sais pas si on va le discuter ou bien c'est Le Printemps enragé que je vous ai envoyé, M. Abdelrazak. Oui, oui. Avec votre autorisation, si vous m'autorisez de l'envoyer l'Ikhwan, avec plaisir. Je crois. Oui, c'est un plaisir pour moi. J'ai cru que vous alliez le faire pour comme ça on partage. J'attendais votre autorisation. Non, c'est pas un problème pour moi tant que ça se partage. Le livre, il est fait pour être partagé. Impeccable. Donc, Printemps enragé, c'est autre chose. Il y a une diversité. J'ai pas parlé du miroir aux alouettes, c'est autre chose. Donc, j'ai cru qu'on va discuter, cette émission, on va discuter du Printemps enragé, qui est une histoire à part, tout simplement parce qu'il se situe sur un autre terrain, la Syrie, et il traite un sujet d'actualité qui ne l'était pas vraiment au Maroc, mais en Tunisie et en Égypte, c'est la guerre sainte du sexe. Donc, des femmes qu'on envoie en Syrie pour aider les miliciens dans leur combat. C'est un roman tragicomique. Il parle de 5 femmes, dont Jeanne, une Française, une étudiante de philosophie, et qui voulait aller de l'autre côté. Il voulait changer de vision. Il regagne donc le harem d'une milice. Ensuite, il découvre la réalité et bien sûr le problème dans lequel elle s'est retrouvée. Et donc, il a planifié une fuite avec 4 femmes, une irakienne, une égyptienne. Bon, Fatima, j'ai dit qu'il est du nord d'Afrique pour ne pas préciser de quel pays. L'important de ce roman, c'est que c'est montré à travers ce sujet épineux qui a fait couler beaucoup d'encre en France et ailleurs, en Égypte. Donc, vous me pardonnez un moment. Donc, voilà. J'ai montré la futilité de la guerre, que ce soit en Syrie ou ailleurs. Et c'est un roman tragicomique parce que il y a des scènes où il y a 2 comiques, bien sûr avec Amr et Zaid, 2 personnages qui étaient chargés de suivre les fuyards. Ils tombent dans des situations ridicules, mais la mort de Amr et de Fatima nous situe devant une scène tragique vers la fin du roman.
Et bien sûr, j'ai La danse sur les clous qui va sortir dans quelques jours et qui parle de mon expérience en tant qu'élève et en tant qu'étudiant. Et je parle des années 90. Je parle bien sûr d'un personnage, Aziz, qui était possédé, si vous voulez, par Al-Hallaj. Donc, il y a de tout dans ce roman. Il y a l'amour divin, l'amour juvénal, l'amour vénal, l'amour, toutes sortes d'amour, une panoplie, si vous voulez, mais qui donne tout. Oui, oui, Allez-y, Chadrza. Idriss, il n'y a pas de question. تفضل. Donc, qui donne toutes ces amours, si vous voulez, au féminin, donne sur la souffrance, donne sur un blocage, donne sur bon, des quiproquos sentimentaux. Et bien sûr, à travers tous les liens des personnages qui font mouvoir l'histoire de ce roman, qui est en tome 1, intitulé, sous-titré Lune rouge, euh, montre ce tiraillement, cette effervescence sociale, les islamistes, les radicalistes, etc., ce combat sur l'arène universitaire, la remise en question de l'utilité de tels combats. Et bien sûr, le deuxième tome, il est écrit j'attends la sortie du premier tome pour que, euh, bien sûr, voit le jour le deuxième tome. Bien. Oui, Je pense que vous avez fait le tour, c'est Khorchi. oui, j'ai fait le tour brièvement. Donc, Il y a un tas de choses à dire, mais c'est un débat. j'ai une première question, Ilaja ala khatak, puisque vous êtes Oui, poète avant que vous soyez romancier. Donc, oui. la base, si vous choisissez au hasard l'un de vos deux poèmes et de le partager maintenant, il a qu'un seul coup. Oui, oui, elle est là. Allez-y, allez-y. On vous laisse le choix de partager l'un de vos poèmes. D'accord. Donc, je vais prendre un poème d'Errance parce que Errance, il y a des poèmes qui sont très longs. Est-ce que je vais lire un petit poème ou un... Un passage, là, de votre choix. On un vous laisse passage? le D'accord, soin d'accord. de Un choisir. de vos préférés. Merci, madame. Avec plaisir. مساء النور. Perversion du chant. Perversion du chant et le luth hypostasié se sont entraînés dans ses cordes. Le luth est ivre de son chant. Et toi, et moi, métalangage, absence de langage, mimique dionysiaque, regard englouti. La mouvance des vagues m'envahit. Ah, je suis un coquillage abandonné au seuil de ton chant. Et le regard qui me délivre et me perd dans l'écume de tes yeux se perd dans ses contingences. Et ton sourire d'ivoire et ton chuchotement métaphysique transe jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout du plaisir. Les lèvres qui m'initient savent me déchirer. Et l'horizon parcouru et le mot frivole s'échappant comme une abeille de ta ruche mielleuse. Et toi, et moi, mots creux qui ne retrouvent leur reconnaissance que sur le grésillement de tes lettres. Tes fleurs s'épanouissent malgré l'automne. Tu sens les huîtres et l'abandon au bord de la turpitude. Alors tu me pétrifies par une seule contingence, par une graine de doute que tu sèmes dans le creux de mes incertitudes. Dans mes enflures et faiblesses, tu trompes ta main pour mieux empoigner mes égarements.
perversion du chant fini et infini, sur l'aile de ton corps de marbre immobile, j'apprends mille façons de voler. Merci. Merci, Cédric. Bravo, bravo. Donc, Ikhwan, le débat est ouvert. Donc, c'est Abdeljalil Gouzrou de Marrakech. Tfadla, c'est Abdeljalil. Alors, laisse-moi c'est Abdeljalil. Je viens de pour signaler l'Ikhwan que le livre a été partagé sur le chat pour tout le monde et je vais vous l'envoyer par mail une fois qu'on aurait terminé. Donc, vous l'avez dans votre du côté de chat. Donc, vous pouvez le télécharger de chez vous. Tfadla, c'est Abdeljalil. Merci, c'est Abdelrazak. Merci, c'est Qorchi. Bon, bien entendu, moi, je n'ai pas lu vos livres. Je ne peux pas entrer dans les détails ou discuter les détails de chaque livre. Mais une question qui me vient à l'esprit, c'est que, bon, si j'ai bien compris, vous êtes un romancier. Et la preuve, vous avez cité un certain nombre d'ouvrages qui sont sortis dans ce sens. Moi, parce que moi, j'ai édité un livre, bon, c'était, comme a dit Abdelrazak tout à l'heure, la raison d'être même de ce programme. Est-ce que les gens continuent à lire? Moi, je me pose toujours cette question. Est-ce qu'il y a encore des gens qui lisent le format papier? Si oui, quel type de lecture ils font? Par exemple, avec votre expérience de romancier, est-ce que vos romans se vendent? Est-ce que les gens lisent? Est-ce que vous avez un feedback? Si oui, bon, je vous félicite. Mais je suis intrigué par cette question-là. Moi, lorsque j'ai édité mon livre, comme c'est bon, les Ikhwan qui ont suivi avec moi le débat, je l'ai fait un petit format et je me suis dit que j'entre dans le cadre du fast read. Au lieu du fast, il y a le fast food. Moi, j'ai fait le fast read pour encourager les gens à lire. Alors, est-ce que les gens encore lisent le format papier, encore plus les romans? À une époque de l'Internet, de l'invasion du numérique, etc. Ma deuxième question, un petit peu d'ordre, je dirais, subjectif, qu'est-ce qui vous donne l'inspiration à vos romans? Est-ce que ce sont des états d'âme? Est-ce que c'est la sociologie de la société marocaine? Est-ce que ce sont les particularités de la montagne et du milieu rural marocain? J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Merci. Merci, c'est Abdeljalil. À vous la parole, Cédric. Alors, pour répondre à cette question, à la première question, c'est vrai que c'est un dilemme. C'est une impasse qui peut entraver l'inspiration de celui qui écrit. Parce que la raison de l'écriture, pourquoi on écrit? Pour quel lectorat? On sait très bien que le taux de lectorat est en baisse. Je ne sais pas parce qu'il y a un recours à une culture, je ne sais pas de quelle nature. L'important, pour moi, je sais que les livres ne sont pas bien vendus, bon, au moins comme on peut l'espérer. Toutefois, je tiens à montrer que moi, j'écris parce que je me retrouve dans l'écriture. Le souci, c'est vrai qu'il y a un souci de vendre ces livres pour pouvoir continuer à écrire. Seulement, si on rattache cette raison à la raison d'écrire, on ne va pas écrire. Il n'y aura pas de littérature, il n'y aura pas ce débat pour discuter de la chose. Alors, je pense que moi, je suis le sens de mon inspiration pour pouvoir écrire. Je ne me pose pas la question, j'essaie d'encourager les autres, comme vous venez de le dire, fast read, ou bien autre chose, en numérique. Je pense même à l'audio, c'est-à-dire les livres qui sont lus. On peut écouter pour encourager encore plus les gens à mettre la main sur l'importance de la culture. Bon, ça reste un problème général qui touche tout le monde, même les écrivains les plus illustres. Seulement, j'écris donc je suis, voilà, mon slogan qui me pousse et qui m'encourage encore plus d'écrire. Ma deuxième question, jusqu'à présent, j'ai pas le syndrome de la page blanche. J'ai des projets.
je crois que je persévère, je relève le défi, je veux écrire, je veux aller de l'avant. Bon, je suis optimiste lorsqu'il s'agit de pousser les gens à lire, d'encourager les autres à lire. Donc, je me combats. C'est tout. J'aiguise ma combativité là-dessus. C'est Abdelrazak. تفضل سي عبد الرحمن. Merci, c'est Abdelrazak. Merci, Cédric, pour cette introduction intéressante. Moi, en continuité avec ce que vient de dire notre cher collègue Abdeljalil, dans ce sens que vous êtes dans la montagne de l'Atlas, ça vous a donné pas mal d'inspiration. Et surtout, j'ai parcouru moi un petit peu, aujourd'hui même cet après-midi, le roman La Revenante. J'ai trouvé une logique importante, par exemple, que vous trouvez dans ce milieu tellement inspirateur et tellement extraordinaire qui vous a inspiré. Mais maintenant, en nous parlant, par exemple, du roman sur la Syrie et sur les femmes du harem des combattants en Syrie, vous m'avez un peu perturbé. Est-ce que c'est un roman, je vais être direct dans cette question, est-ce que ce roman est venu suite à une demande quelconque? Est-ce que vous étiez sollicité par une voix quelconque pour écrire ce genre de roman, alors que, je ne sais pas, si vous n'étiez ni en Syrie, ni en Irak, ni un combattant de ces milieux-là, ni rien. Donc, j'aimerais bien savoir cette inspiration concernant ce sujet. Est-ce que ça a été poussé par une demande quelconque? Et merci. Merci à vous pour cette question. C'est vrai que c'est pas la première fois que la question m'est posée, parce que vraiment, il y a toute une différence de cap lorsqu'il s'agit surtout lorsqu'on tombe sur cette comparativité entre La Revenante et Printemps enragé. La Revenante, c'est un cas à part parce que ça a un rapport avec des choses que j'ai vécues personnellement dans le Haut-Atlas, et donc géographiquement, la situation est précise et nette, alors que Printemps enragé, ça traite un sujet qui est général, surtout lorsqu'il s'agit de la guerre sainte du sexe. Donc ça, je n'étais pas sollicité, mais c'était quelque chose qui se formait, qui se préparait en moi, surtout des femmes. Bon, c'est pas seulement des femmes, il y a aussi les hommes qui vont combattre. Pour quelle raison? On se pose la question. Pour quelle raison ils vont mourir dans une autre terre que la leur? Et pourquoi des femmes vont, par exemple, tomber dans des épousailles qui sont vraiment ridicules? Quelle est la raison pour ça? Est-ce qu'ils cherchent autre chose? Est-ce qu'ils sont aveuglés, ou c'est-à-dire est-ce qu'on leur lave le cerveau pour qu'ils puissent quitter leur pays pour aller rejoindre un pays en flammes? Voilà la raison pour laquelle le Printemps enragé était un défi pour moi, parce que j'ai travaillé sur la géographie pour retracer la fuite de ces héroïnes, et donc et pour bien sûr attirer l'attention sur ce qui se passe réellement en Syrie ou ailleurs. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci Cédric. Alors c'est Suhail, vous êtes, je vous ai noté, c'est ça là. C'est Suhail, c'est un plaisir de te voir. Le plaisir est partagé, c'est le plaisir est partagé. Prêti, j'espère. شوية الحمد لله. Vas-y, c'est Suhail.
Donc, je vous remercie, Sir Abdelrazak, pour m'avoir donné la parole. Je salue tout le monde avant tout et après, j'ai une petite question qui m'intrigue. Donc, ma question est la suivante. Donc, quand vous voulez écrire, quelle est votre source de motivation? Est-ce que le manque d'inspiration peut être une source, est-ce que le manque de motivation peut être, le manque d'inspiration peut être une motivation pour écrire, pour avoir la plume facile? Très bien. OK. Merci, Suhail. À vous la parole, Cédric. Écriture. Pour donner la parole, c'est ça. Bon, pour moi, au moins pour moi, pour écrire, il faut avoir de l'inspiration. Il faut être attiré, il faut avoir pris beaucoup de notes à propos d'un sujet quelconque pour entamer l'écriture, surtout lorsqu'il s'agit d'un roman. Si vous n'avez pas de l'inspiration, vous ne pouvez pas écrire ni roman, ni poème. Donc, il faut avoir cette atmosphère très spéciale. On peut parler même d'une certaine ritualisation de l'écriture, entourée d'un aura de choses pour pouvoir entamer l'écriture d'un roman. On ne peut pas écrire comme ça facilement, mais bon, pour moi, d'après mon expérience, mais il me faut beaucoup de choses qui peuvent s'harmoniser en moi pour que je puisse mettre à l'écrit, pour les mettre à l'écrit, bien sûr. Et donc, pas d'inspiration pour moi, pas d'écriture. Il faut qu'il y ait de l'inspiration, il faut qu'il y ait une attirance entre des choses qui attirent mon attention et bien sûr cette envie intrinsèque qui me pousse à coucher à écrire ces choses-là. Est-ce que j'ai répondu? Oui, c'est bon. Donc, pour Kassi Suhail, s'il veut revenir à la charge pour la deuxième série de questions, il n'y a pas de souci. C'est Salah. Salam alaikum. Merci, Sir Qorchi. Merci à vous. C'est intéressant tout ce que vous avez écrit déjà sur le. J'ai pu lire quelques chapitres de votre dernier bouquin. Revenir sur la grande problématique que Saad Jalil a posée au départ. Est-ce que les Marocains lisent? Et là, je fais la liaison avec ce qui m'est arrivé quand j'ai passé mon bac dans les années 70. Je me rappelais, j'avais une Française au bac pour l'oral. Elle m'a filé un texte que je devais lire en 5 minutes pour commencer l'oral. Il y a un problème de son. C'est Salah. Il y avait. C'est Salah, il y a un problème de son. Maintenant, ça marche? Non, c'est Abdelrazak, ça marche. On entend très bien. Allez-y. D'accord. Il n'y a plus rien, c'est Salah. On n'entend plus rien. Maintenant, maintenant, ça va? C'est bon. Ça va maintenant? Très bien. Donc, je pense que avec cette question, je réponds un petit peu à Saad Jalil qui se posait la question. Alors, dans les années 70, même les Français ne lisaient pas autant. Qu'en est-il des Marocains? Ça reste effectivement une grande problématique. Maintenant, ma question, moi, pour qui s'adresse à Qorchi, c'est pour écrire d'affilée plusieurs livres, il faut avoir lu combien d'autres bouquins auparavant pour avoir un bagage en gallicisme et en virlangue et en mots suffisants pour pouvoir écrire quelque chose qui ne soit pas répétitif sur des bouquins, que ce soit des poèmes ou bien de la prose.
Ouais. Bien sûr, et je vous accorde aussi que quand on n'a pas d'inspiration, on n'arrive pas à écrire. Mais il y a autre chose, il faut aimer l'écriture. Quand on est attiré par la magie des mots et la recherche, automatiquement, on ne peut pas s'arrêter d'écrire. C'est peut-être une raison pour laquelle les gens écrivent sans penser à vendre ce qu'ils écrivent. C'est mon idée et j'attends votre avis. Merci, c'est Rocher. Merci, Salah. Merci à vous. Alors, bon, il faut être légrophage. Quelqu'un qui. Bon, je dévorais les livres, je lisais beaucoup. Et ce n'était pas vraiment la raison pour moi d'écrire plus tard, parce que j'aime la lecture et je l'aime encore. Mais je suis poussé plutôt par quelque chose qui m'intrigue tout le temps, qui me pousse à chercher une quête interminable de vérité, de réalité. Je cherchais pour comprendre, pour me comprendre, pour comprendre ma société, pour comprendre le monde. Et donc, c'était pour avoir une petite vision du monde qui m'est propre et donc à travers laquelle je peux m'exprimer. Donc, cette chose qui pousse les Marocains à lire, vraiment, la lecture doit être une habitude pour les Marocains. Pourquoi on ne lit pas? Parce que tout simplement, on a été poussé pour autre chose que la lecture, autre chose que la culture. Et donc, peut-être qu'on reste confiné dans un cercle de besoins, les fameux besoins quotidiens. Et donc, on laisse tomber la culture comme étant quelque chose de superflu. C'est la lecture, l'amour de la lecture vient surtout de ce besoin intérieur de comprendre. Et donc, lorsqu'on a assez, lorsqu'on pense qu'on a assez compris, et donc on n'a pas besoin de faire autre chose. Et le fait de dire que l'écriture, c'est vrai que j'écris d'affilée, et parfois je m'arrête, je me pose la même question, j'ai les mêmes soucis. Peuvent avoir aussi. Mais moi aussi, je ne comprends pas pourquoi cette envie intérieure qui me travaille, qui me pousse à m'extérioriser tout le temps. Merci. Merci, Cédric. Avant de me donner le droit de vous poser une question, je laisse la parole à Aziz Aourar de Chambéry. Tfadla, c'est Aziz. Puis c'est le Mokhtar Chaoui de Tanger. À vous la parole, c'est Aziz. C'est Aourar. C'est Aourar. Activez votre micro. C'est Aziz Aourar. C'est Aziz. Merci. تفضل. L'ordinateur que devant un livre pour lire. C'est la première chose. Et la deuxième chose, l'expérience que j'ai ici en France par rapport aux professeurs imbanés. Ils leur donnent un livre, ils doivent le lire à la maison et ils font une sorte de résumé en classe, ce qui donne l'envie aux enfants de lire. Ce que je n'ai pas vécu quand j'étais à l'école et au collège au Maroc. Je lisais parce que mon frère lisait et on avait des livres à la maison. Donc voilà, je continue toujours à le faire. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est vrai que l'école a sa part très importante dans ce problème de baisse de taux de lectorat. Ça doit être dans le programme. Moi, je suis enseignant. Je sais qu'il y a pas mal de problèmes là-dessus. Surtout
et la lecture, elle est là, on l'encourage, même le ministère de la Culture le fait, mais il y a peut-être un problème d'infrastructure, un problème de... Il faut convaincre les grands à lire pour que les grands convainquent à leur tour les petits à le faire. Donc, lorsque les grands ne lisent pas, donc ils ne présentent pas un bon exemple pour les petits, alors on va tomber sur une société qui est vraiment côté culture analphabète, et donc ça va créer dans le temps futur, parce que un Marocain qui ne lit pas, qui à un moment donné, qui discute un tas de choses, que ce soit le cinéma ou le roman ou le théâtre, il y a tout un monde de la culture qu'il faut découvrir pour être vraiment contemporain, pour être vraiment moderne. Très bien. Très bien. Donc, سي عبد الرزاق قول للسي ادريس دابا يخدم الكاميرا ديالو يعرفوه الناس. Vas-y, active سي ادريس la caméra ديالك. Puisque finalement c'est toi qui as le problème et non pas lui. Sûrement. Donc, avant de reprendre la deuxième liste, je pose ma question à Saad Djelili. Je crois, M. Abdelrazak, que vous avez arrêté la caméra. La caméra. La demande est envoyée. D'accord. Très bien. Donc, alors, on a la question d'Yali, puisque autour de la table, il y a pas mal d'enseignants parmi nous. Quelle est la marge de liberté qui est donnée à l'enseignant marocain? Là, je m'excuse avant de poser ma question. C'est le Mokhtar Sbaqni. C'est Chaoui, Ustad Chaoui, à vous la parole. Je poserai ma question. Excuse-moi. Non, mais tu peux, c'est Abdullah. Là, il n'y a pas de souci. Allez-y. Ok, vous m'entendez là, c'est bon? Oui, c'est bon. Bah, ok, bon, d'abord, un grand merci à Saad Abdelrazak pour la relance de ces activités-là. Et un deuxième merci pour Cédric Kourchi. Malheureusement, je n'ai lu aucun de ses livres, donc je ne me donnerai pas le droit de parler de quelque chose que j'ignore. Je me ferai un plaisir par la suite de les lire. Je voudrais simplement savoir, et ça c'est une petite question, est-ce qu'ils sont disponibles par exemple sur Tanger, hein, une question comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un problème de distribution? Mais là, mon intervention va peut-être à l'encontre de ce qu'il a dit, parce que tout à l'heure, je l'ai entendu dire qu'il ne peut pas écrire sans inspiration. Et cette expression-là, je l'ai entendue souvent dans la bouche de plusieurs écrivains en disant, moi, s'il n'y a pas d'inspiration, je ne peux pas travailler. Je me permets de m'inscrire en faux sur cette question-là parce que, franchement, mais ça, je n'exprime que mon point de vue personnel. Hein. Il n'y a personne qui est obligé de partager mon point de vue. Pour moi, en tout cas, l'inspiration, ça n'existe pas. Pour moi, l'inspiration, c'est tout simplement une arnaque. Parce que quand on lit un petit peu l'histoire littéraire du monde entier, on se rend compte en fait que ce mot-là, inspiration, n'existait pas avant les romantiques. Si on connaît un petit peu l'histoire des courants littéraires, ce sont les romantiques allemands, après les romantiques anglais, et ça a été repris par les romantiques français, et ce sont les romantiques français qui ont donné beaucoup d'importance à ce concept d'inspiration qui n'existait pas auparavant. En fait, ils l'ont créé tout simplement pour justifier leur paresse, parce que vous le savez sûrement que l'une des caractéristiques, et je mets le mot caractéristique entre guillemets, des romantiques, c'est la paresse, c'est l'oisiveté. Donc, ce sont des gens qui aiment un petit peu rêvasser, qui aiment se retrouver sous un arbre, regarder la lune. C'est un petit peu comme les Tangérois, hein, etc. Donc, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc, ce sont des gens qui sont à la base, sont des paresseux et qui ne créent pas suffisamment et justifient ça par l'attente de l'inspiration. Alors, tant que l'inspiration ne vient pas, eh ben, moi, je vais pas me mettre à table, je vais pas commencer à créer. Non, moi, je suis vraiment contre cela et je ne crois pas à l'inspiration. Moi, je crois au fait de s'asseoir à sa table
de creuser un petit peu ses méninges, de réfléchir, de faire des recherches, de faire de la documentation sur un sujet et de commencer un travail. Moi, j'aime bien une expression d'une personne qui m'est très chère, qui était un de mes professeurs. Il disait, parce que je préparais ma thèse, et je lui disais, à un moment donné, j'arrive plus à écrire, j'arrive plus à avancer, je n'ai plus d'inspiration. Et il rigolait en disant, assis-toi à table et l'inspiration viendra. Hein? Mets-toi au travail et l'inspiration viendra. Moi, pour moi, je ne crois pas à ce concept d'inspiration. Pour moi, l'inspiration, c'est, je lui donne une autre explication. L'inspiration, ce qu'on appelle l'inspiration, ce qu'on veut donner comme intitulé à cet état d'âme, c'est une charge émotionnelle, hein, c'est une charge émotionnelle qui habite quelqu'un, et la plupart du temps, ça habite davantage un artiste qu'une personne normale, j'ai envie de dire. Eh bien, c'est cette charge émotionnelle qui habite pendant un certain temps. Quelqu'un qui est très sensible, on va l'appeler l'artiste, on va encore rétrécir pour dire on va l'appeler l'écrivain ou le romancier ou le poète, et cette charge émotionnelle qui l'habite arrive à un moment où il commence à bouillonner en lui. C'est-à-dire, ça forme une sorte de boule, bien entendu pas physiquement, mais on sent qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes une sorte de boule qui grossit, et à un moment donné, il a besoin d'exploser. Il a qui est en nous, et qui doit un petit peu, je parle de charge émotionnelle, ça peut être fait à cause d'un problème qu'on a vécu, d'une chose dont on était témoin, etc., etc. Et à un moment donné, il faut la sortir, cette charge émotionnelle. Et on la sort de plusieurs façons. Il y en a qui la sortent sous forme de poèmes, d'autres sous forme de romans. Je parle pour les artistes. Bien entendu, les paranos vont la sortir autrement. Les gens qui sont violents vont la sortir à travers la violence. Donc, cette charge émotionnelle qui nécessite une sortie, ben, on lui donne une sortie à travers les mots. C'est ça ce que les autres appellent inspiration. Mais ces mots-là ne peuvent sortir que si on se met à table. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas rester allongé en disant j'attends l'inspiration. Donc, je suis désolé, mais le mot inspiration m'inspire toujours un petit peu de la réticence. Je ne crois pas en l'inspiration. Je crois au travail. Au lieu de parler d'inspiration, moi, je parlerai plutôt de transpiration. Je parlerai de sueur. Je parlerai de travail. Je parlerai de persévérance. Parce que parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui ont des choses à dire, qui ont des histoires à raconter. Ils peuvent se mettre à table un jour ou deux, mais à un moment donné, au bout du troisième ou quatrième jour, ils disent, bon, j'en ai marre, j'arrête là. Donc, ils vont pas jusqu'au bout de leur projet. Eh ben, la persévérance, c'est ce qui permet justement à l'artiste, à l'écrivain, d'aller jusqu'au bout. Nous sommes tous des écrivains potentiels. Mais la différence entre un vrai écrivain et l'autre, c'est que le vrai écrivain va persévérer et aller jusqu'au bout de son projet. Ça veut dire qu'il va, en quelque sorte, terminer son livre. Et l'autre, il va écrire 2, 3, 4, 5, 10 pages et il va s'arrêter en disant, ben, j'ai pas d'inspiration. Bon, voilà le point sur lequel j'avais envie de mettre un petit hic, un petit bémol, pour dire, pour moi, et j'insiste encore une fois, de mon point de vue personnel qui n'arrange personne, je ne crois pas à l'inspiration. Je crois au travail, je crois à la persévérance, l'inspiration. C'est pas vraiment mon tasse de thé. Voilà, merci. Ce qui est très important dans votre intervention, c'est que vous avez commencé par refuser l'inspiration. L'inspiration, c'est pas un concept, mais c'est un ingrédient. Et vous avez fini par le confirmer. Chez les poètes anti-islamiques, chaque poète avait un génie, donc c'est une inspiration. L'inspiration, c'est pas quelque chose qui vient vous insuffler d'écrire quelque chose. Lorsque vous vous documentez, c'est autre chose. Lorsque vous faites une thèse, donc vous allez chercher, vous allez faire des recherches sur une thématique précise, un sujet précis, vous allez entamer votre écriture, votre recherche.
Mais lorsqu'il s'agit d'un roman, c'est autre chose. L'inspiration existe, même avant les romantiques. C'est pas un signe d'oisiveté ni un signe de paresse, mais plutôt c'est une atmosphère propice, favorable à l'écriture. Tout le monde peut écrire, mais pourquoi on ne peut pas écrire? Parce que tout simplement, il y a un centre d'intérêt susceptible d'attirer l'attention de quelqu'un qui a la passion. Donc, inspiration dans le sens de passion, dans le sens d'une cause à défendre à travers ses écrits. On n'écrit pas parce que, par exemple, on n'écrit pas comme ça gratuitement, mais on écrit pour quelque chose, on est poussé par quelque chose. Que ce soit inspiration, passion, ce sont des appellations, mais l'état d'âme de l'écrivain est le seul à déterminer pour quelle raison il écrit. Très bien. Ensuite, il y a autre chose, le fait de parler, par exemple, je ne sais pas, l'inspiration comme charge émotionnelle. Donc, ça va dans le même sens de l'écriture. Et puis, toujours, je m'appuie sur une idée principale, c'est que n'est pas donné à tout le monde d'écrire, surtout lorsqu'il s'agit de l'imaginaire, de quelque chose qui émane de l'imagination. Lorsqu'on fait une thèse, on cherche quelque chose de palpable, de concret. Mais lorsqu'on écrit un roman ou de la poésie, ça vient de vide, ça vient du néant, on crée quelque chose. Donc voilà la nuance que je vois. Et donc, je dis toujours que l'inspiration n'est pas avec un I en majuscule, mais c'est plutôt un ingrédient parmi d'autres qui permet à l'écrivain de s'asseoir derrière son bureau et commencer l'écriture. Très bien. Donc là, je pense que j'ai le droit de poser ma question pour passer la parole à Serdouane Lozel pour sa question. Donc, ma question, comme on est autour de la table, il y a un certain nombre d'enseignants. Quelle est la marge de liberté de l'enseignant marocain pour essayer de travailler, au lieu de travailler sur des livres qui nous viennent d'ailleurs, qui nous viennent de France quand il s'agit du français, ou là des livres anglais quand il s'agit de l'anglais. Pourquoi, ou là, quelle est la marge de manœuvre des enseignants que nous sommes tous, ou là qui sont autour de la table, à utiliser ou là à travailler avec la matière marocaine? Voilà, c'est une question qui est ouverte à tous les enseignants autour de la table, s'ils travaillent ou pas. Moi, ça m'a fait plaisir de lire un message qui a été posté sur l'un des livres d'Yel Seqorchi, comme quoi il a été enseigné dans l'une des écoles en France, où là, ils ont pu lire des passages de son livre. Ça fait plaisir. Donc, quelle est la marge de liberté de l'enseignant marocain pour encourager la lecture de l'auteur marocain? À vous, c'est Qarchi. Bon, il y a une marge pour l'enseignant. Le programme vient du ministère. Donc, toutefois, il lui reste une petite marge de liberté lorsqu'il s'agit de mettre en valeur, d'attirer l'attention sur d'abord ce que les Marocains écrivent. Malheureusement, on trouve dans les facultés parfois des doctorants qui veulent faire leur thèse sur des écrivains ou bien africains. Donc, il y a une tendance à l'exotisme plutôt que de se centrer sur les écrits des écrivains marocains. Et j'ai contacté pas mal de professeurs pour présenter mes livres, surtout dans une faculté des lettres, mais bien sûr un livre il y a les livres africains ou les livres de l'Amérique latine ou autres. Donc voilà ce qui donne une petite marge d'abord pour l'écrivain pour se présenter. Il y a tout un obstacle qui l'empêche d'aller de l'avant.
parce qu'il est marginalisé au lieu d'avoir une marge de liberté pour s'exprimer extraordinaire comme votre émission et bien sûr réseau de lecture, Riwaya Moussafira, etc. Ce sont des plateformes émergentes qui permettent justement à l'écrivain de se montrer. Et pourtant, on peut dire qu'il y a une bousculade avec les autres écrivains, que ce soit du monde arabe ou du monde français. Et donc, il faut. Bon, c'est comme ça. Il y a une toute petite marge pour laisser l'écrivain marocain le temps de s'exprimer. Ok, merci. Si vous permettez, je peux. C'est Fouad Souiba. Vous avez demandé la parole, peut-être, mais non, je voulais juste contribuer à la réponse à ta question, Abdelrazak. Comme tout le monde, on est en contact en permanence avec les amis en laboratoire de recherche dans les universités. Et bien entendu aussi avec les doctorants qui travaillent qui tiennent des thèses pour un doctorat en lettres, en sciences humaines, etc. Moi, je peux témoigner déjà que la majorité des doctorants que je connaisse personnellement, que ce soit à Kinitra, à Ibn Tufayl, que ce soit à Ibn Zahar, à Agadir, ils travaillent sur des auteurs marocains. La plupart. Je connais très peu de doctorants qui travaillent sur des auteurs européens ou d'ailleurs. La plupart travaillent sur des auteurs marocains. Alors, par rapport à la recherche, c'est mon point de vue. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe pour les autres laboratoires, parce que tout dépend, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tout dépend du chef du laboratoire et tout dépend aussi des directeurs de thèse, parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, d'enseignants, et là je vais rejoindre Cédric, il y a beaucoup d'enseignants universitaires marocains qui ne connaissent pas la littérature marocaine, et pourtant ils enseignent la littérature, malheureusement. Mais ce n'est pas une règle. La règle est que les gens qui sont à l'université, que ce soit dans le département français, arabe, anglais, ou allemand, ou dans d'autres départements, ils sont au fait des nouveautés littéraires marocaines, et puis ils suivent, et puis ils encouragent leurs étudiants à le faire. Et j'en connais beaucoup qui travaillent. Donc, à Tradaïed aussi, à Marrakech, à Safi, beaucoup de doctorants travaillent aussi sur des auteurs marocains. Et je reviens à la question que tu as posée tout à l'heure par rapport à la marge de liberté dont disposent les intervenants, les enseignants. Alors moi-même, à la création de l'Institut de cinéma en 2013, j'ai fait une expérience extraordinaire avec mes étudiants. Alors, sur une promotion de 60 étudiants et étudiantes, donc venus apprendre les métiers du cinéma, moi j'ai posé une question. Est-ce que vous lisez des livres déjà? Alors, il se trouve que c'est des bacheliers, c'est des jeunes, c'était la première promotion. C'était des bacheliers, la plupart ils venaient des sciences physiques, mathématiques, très peu des sciences littéraires et humaines, qui avaient des baccalauréats bilingues, ce qu'on appelle un baccalauréat moderne bilingue. Alors, très peu lisaient les livres. Alors, je leur ai dit, écoutez, vous venez faire du cinéma, n'est-ce pas? Le cinéma, c'est un imaginaire. C'est pour les gens qui vont aller travailler sur le scénario, qui vont aller travailler dans la réalisation, même l'image et le son, etc. Il faut développer cette faculté de leur propre imaginaire. Alors, on ne peut pas développer cette faculté-là quand on ne lit pas les livres. Le cinéma, il va nous permettre d'apprendre les techniques, les métiers, le langage, etc. Mais le livre, la littérature, il va nous permettre nous-mêmes de cultiver notre savoir et puis de développer nos techniques d'imagination. Comment écrire, comment développer un scénario, avoir le souffle, avoir tout l'art de passer d'un chapitre à un autre en ayant les choses écrites et imaginées dans les règles de l'art. Si on ne lit pas, on ne peut pas développer ça. Alors, je leur ai proposé, en plus du volume horaire, malheureusement, donc c'est une charge en plus, donc d'ajouter une espèce de club littéraire de 2 heures chaque semaine. Un étudiant arrive avec un résumé d'un roman marocain. Pour la plupart, c'est des romans marocains.
Et de temps à autre, on invitait aussi des auteurs étrangers, donc en tant qu'intervenants par par leur livre. Avec les questions posées autour du livre, et on invitait un auteur marocain. Donc, il va être le débat autour du livre, l'auteur va répondre, et après, les étudiants aussi, dans un débat général, ils vont commenter, etc. Alors, c'est une habitude qui a pris forme pendant un an. La deuxième année, on a fait ça à moitié. Moi, j'ai quitté. Après, je vais quitter l'ISMAC. Et après, j'apprends effectivement que l'expérience s'est arrêtée. Alors, quand j'ai repris ma formation des étudiants en cinéma dans une autre école, le problème va encore se poser. Il n'y a plus de lecture des livres par les étudiants. Alors, j'ai posé la question dans un forum international, dans un congrès mondial en Espagne. J'ai posé la question, j'ai dit aux enseignants, pas aux chercheurs intervenant dans ce forum, quelle est la manière aujourd'hui pour eux de donner leur cours et quelle est la manière de contribuer à l'expansion de la lecture par rapport à leur population estudiantine. Le problème aujourd'hui qui est posé, c'est que tout doit passer par l'image, tout doit passer par le visuel, tout doit passer par les réseaux sociaux, malheureusement. Il y a de moins en moins d'étudiants qui lisent. Il y a même moins en moins d'étudiants qui notent les cours en classe, donc il faut leur ramener le polycope, il faut leur donner des liens sur Internet et beaucoup moins de livres. Donc le livre devient une espèce d'épouvantail qui fait peur et puis on a du mal à y aller, malheureusement. Donc il faut d'autres techniques aujourd'hui pour donner cette chance au livre d'exister, au livre de pouvoir continuer à vivre normalement comme il a toujours fait. Alors, encore une petite remarque que je vais faire à propos des lecteurs. Au Maroc, on a des lecteurs. Moi, j'en fais l'expérience par mes propres livres, sauf qu'il y a un petit souci. Pour vendre un livre, il faut que l'auteur soit présent. Ça, c'est une chose qu'on a testée sur plusieurs années avec beaucoup d'écrivains amis. Si le livre s'accompagne avec son auteur, les gens arrivent, il y a quelqu'un qui va présenter, des questions qui vont être posées, et puis les gens, ils vont commencer à aimer le livre, ils vont l'acheter parce qu'ils veulent quand même un autographe, une signature, une dédicace de l'auteur. Et après, ils vont lire. Maintenant, quand vous exposez le livre dans une vitrine de librairie ou ailleurs, ou dans un kiosque, les gens ne vont pas acheter parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'il n'y a pas de contact, ils ne connaissent pas les auteurs. Au Maroc, c'est devenu pratiquement aujourd'hui une relique sacrée. Quand il n'y a pas d'auteur, on n'arrive pas à vendre. Alors que partout dans le monde, on sait que le livre, il marche très bien. Goncourt, le dernier Goncourt, il y a 3-4 jours, l'anomalie de Thierry, notre ami Thierry, comment il s'appelle, le Terrier, à l'annonce de sa victoire, 300 000 exemplaires ont été tirés le lendemain, ils ont inondé les librairies et ça part comme des petits pains. Et vous avez tous les auteurs les plus grands en Europe. Je vais citer que les Marocains parlent du lundi, les semaines aujourd'hui en Europe. En France en particulier, ils vendent des centaines de milliers. Parce qu'il y a un lectorat, parce qu'il y a une promotion, parce qu'il y a des éditeurs qui sont professionnels, parce qu'on accompagne les auteurs et parce qu'il y a des salons, il y a des signatures, il y a des événements autour du livre, il y a beaucoup d'activités autour du livre, chose qu'on n'a pas malheureusement au Maroc. Et je vais m'arrêter là parce qu'après, je vais laisser notre ami Driss réagir. Merci, c'est Fouad pour votre intervention en tant que spécialiste de l'image et en tant qu'auteur de livres aussi. Donc, avant que vous répondiez à ces Driss, si vous avez une réponse, je laisserai la parole à Serdouane Lorzal, qui l'a demandé depuis tout à l'heure. C'est Abdelrahman. Oui, je suis là. Bon, bonsoir. Serdouane, bonsoir. Shukran, barakallahu fik. Merci beaucoup. Alors, d'abord, au-delà du protocole, remerciements et tout ça, moi, je vous dis que le remerciement est sincère, il est chaleureux. Et je viens de découvrir un auteur que je n'ai pas lu malheureusement. Et je crois que c'est un peu votre faute dans la mesure où on devrait normalement avoir
une copie pour qu'on puisse le lire et puis le discuter par la suite. Mais n'empêche, j'ai quand même un certain nombre de remarques que j'ai notées depuis tout à l'heure. Lorsque notre vénérable auteur a parlé de l'inspiration, moi je dis surtout plutôt la motivation intrinsèque. C'est-à-dire qu'on doit aimer ce qu'on fait. Cette motivation intrinsèque, c'est normalement, il doit être le but, l'objectif général de tout pédagogue, de tout professeur. Nous devrions toucher notre marchandise, ce que nous leur donnons. Et une fois qu'ils aiment, eh bien, ils vont exceller. Aimer ce que vous faites, vous n'aurez jamais à travailler. C'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Ce n'est plus la note, ce n'est plus le prof, ce n'est plus le système éducatif qui va inspirer, mais surtout moi-même, j'aime. Et ça rejoint un tout petit peu la théorie de l'élève de Montessori. Apprenez-moi à apprendre seul. Et je crois que cette motivation intrinsèque, lorsqu'il est là, eh bien, tout devient facile, plus ou moins. Ce n'est plus de l'approche littéraire, mais c'est uniquement un élan spontané qui part de soi-même pour écrire ce qu'on ressent et ce qu'on pense au-delà de l'approche littéraire. Mais j'ai quand même une certaine réticence dans la mesure où je prends l'exemple sur Tahar Benjelloun, que je respecte beaucoup, que j'ai lu beaucoup de ses ouvrages. La nuit du destin, je ne sais pas si vous avez lu. Alors lui, il a confondu, parce que là, je parle de la connaissance de ce que je vais écrire, le milieu sur lequel je vais entrer, est-ce que vraiment je le maîtrise pour pouvoir en parler avec une certaine sincérité. Et c'est un tout petit peu la crédibilité de ce que je vais écrire par la suite. Je dois connaître ce que j'écris. Tahar Benjelloun, c'est un écrivain de renommée internationale, tout le monde le connaît, et ses ouvrages, ils ont été traduits à plusieurs langues. Mais quand même, en tant que musulman, lorsqu'il parlait de la prière du défunt, Salat al-Janaza, ben, il l'a confondu avec la prière ordinaire. C'est-à-dire il n'y a pas de prosternation, mais qu'est-ce que ce jeu de ruku'? Là, on fait Allahu Akbar 5 fois, et puis entre les deux, on psalmodie le Coran, on fait la prière sur le prophète, etc. Lui, il ne le connaissait pas. Et dans son écrit, ben, c'était une erreur de passage. Alors, pour notre ami, il a parlé de Jihad Nikah. Alors, est-ce qu'il connaissait Jihad Nikah? Là, vraiment chercher dans notre patrimoine arabo-musulman, chercher, est-ce qu'il y a des... Non, c'est pas évident. Quelle est sa valeur ajoutée à travers son écrit? Quelle est sa touche personnelle? Pourquoi est-ce qu'elle a traité de ce sujet-là? Je n'ai pas lu le livre, malheureusement, sinon j'aurais émis mon point de vue en toute franchise. Alors, c'est une première question. Est-ce que vraiment il connaissait? Parce qu'il va toucher un tout petit peu ce côté, on va dire, croyance. Ces filles qui sont allées là-bas, quelle était leur motivation? Pourquoi ils sont partis là-bas? Et au départ, je crois que c'est un Africain qui a dit, bah, écoutez, si vous voulez faire tout ça, vous pouvez le faire chez vous. Pourquoi se taper un certain nombre de kilomètres et puis entrer dans un milieu que vous ne connaissez pas, avec la guerre qui est pourtour? Vous êtes donné un mal de chien, pourquoi alors que vous l'avez apporté? Etc. Ça, c'est une première question. Deuxième question, concernant comment est-ce que moi je vais faire en tant qu'auteur marocain à ce que mes livres soient connus et soient vendus? Et il ne faut pas oublier ce paramètre. Il ne faut pas l'oublier. Ben, il faudrait, je crois, qu'une assise, il faudrait un processus médiatique assez important pour pouvoir mettre en relief l'auteur, premièrement, et puis ses écrits. Et ce support médiatique, il doit être confortable. Ben, est-ce que notre auteur, est-ce qu'elle a vraiment eu cette chance-là? Moi, je ne le connais pas. Et c'est à travers vous, je vous remercie, bien sûr, et à travers Sidi Hassan Lamri, c'est lui qui m'a invité. Je viens de découvrir un auteur que je vais lire par la suite. Je lui donne ma promesse que je vais lire ces livres, je vais les acheter. Mais disons que ce support médiatique, il n'est pas là. Et le support médiatique, malheureusement, c'est une condition sine qua non pour qu'on puisse reconnaître vraiment un auteur à travers notre milieu. C'est le nôtre. C'est un Marocain, un citoyen marocain, et ils sont fiers de lui. Donc, il doit être reconnu. Comment? Il n'y a pas de recette. La recette qu'il y a, c'est vous, c'est moi. C'est nous, on doit en parler à droite, à gauche pour que tout le monde puisse l'avoir, et puis le connaître, et puis surtout investir dans ce support médiatique pour
puisse toucher, surtout les étudiants, comme disait, comme l'a si bien dit l'intervenant qui était juste avant, très instructif. J'ai quand même noté pas mal de remarques. Peut-être j'aurai l'occasion de lui envoyer par écrit, et en tout cas, entre guillemets. Et puis, merci de m'avoir donné la parole pour que je puisse exprimer mon point de vue sans honte ni fausse pudeur et puis direct. Et voilà, et merci beaucoup. Shukran jazilan. Merci Serdouane. Merci à vous. ومرحبا بك à n'importe quel moment à travers l'Oustad Ssi El-Amri ou là directement d'abord vous faites partie de l'équipe. مرحبا. Barakallahu fik, merci beaucoup. C'est Driss Qarchi à vous. Alors, pour la question, la première question, la guerre sainte sacrée du sexe, j'ai bien sûr fait mes études. Et puis, je me suis appuyé ensuite sur ce qui a été écrit sur les journaux. Il y avait bien sûr des émissions qui ont débattu ce sujet épineux en Égypte, en Tunisie, même ailleurs. Donc, j'ai bien cherché, j'ai fait mes études sur ce sujet-là, bien sûr, pour partir sans souci, parce qu'il ne faut pas, bien sûr, adopter quelque chose qui n'a pas une réalité qui va être acceptée par les autres. Donc, tout d'abord, la guerre sainte du sexe, je sais ce que ça veut dire, et donc je sais très bien qu'on l'a utilisé. C'était de l'usage à l'époque des razzias, le razawat, bien sûr, les femmes aidaient les hommes. Bon, il y en a les détracteurs qui vont refuser cela, mais je suis parti certain. J'avais cette certitude à travers les études sur lesquelles je me suis basé. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus, parce que on a aussi découvert qu'il y a des réseaux internationaux de la prostitution. Donc, ça s'entrelace. Il y a une certaine ramification de tout un réseau qui est chargé, bien sûr, de chercher des femmes et des hommes pour combattre en Syrie et ailleurs. Donc, même il y avait une émission, on a des imams qui prêchaient la guerre pour les hommes, bien sûr la guerre sainte du sexe pour les femmes. Ce qui s'est passé bien sûr en Égypte dans la dernière révolution. Ils ont trouvé pas mal de jeunes filles qui sont enceintes dans les tentes qu'on a plantées, qu'on a installées, bien sûr sur la place où bien sûr les révoltés s'installer. Deuxième chose, oui, c'est ça. Ensuite, pour la deuxième question qui se rapportait au support médiatique, j'ai fait mon possible pour passer sur la radio. Je fais mon possible pour, bien sûr, avoir des rapports avec des critiques pour me lire et bien sûr faire leur travail du critique sur mes ouvrages. Je fais mon possible pour frapper à toutes les portes afin bien sûr de les inviter. Shukran, c'est Driss. Alors, je pense qu'il n'y a pas eu de demande de questions. Anna, j'ai une petite précision à ajouter en matière de promotion du livre. Là, vous avez parlé, Ustad Qarchi, de votre effort personnel. Normalement, il faut qu'il y ait une instance qui s'occupe de tout ça, et éventuellement des rencontres de spécialistes. Oui, je suis passé
sur l'Institut français de Fès à travers une rencontre littéraire. Surtout, une autre rencontre a été organisée, programmée à Casa. Ça fait il y a un an, je crois. Bon, il y a une rareté de rencontres. J'essaie de faire de mon mieux pour présenter mes ouvrages. Mais là, il s'agit d'un effort personnel. Oui, L'Akhr Douane, il parlait beaucoup plus d'institutionnaliser ou d'avoir une instance qui s'occupe de la promotion de l'auteur marocain. Parce que bon, ouais. Exactement. En général, les auteurs ne vivent pas ou la vivent très rarement de leurs livres, mais au moins supporter donc l'accompagnement du lancement d'un livre, comme il se fait pour les produits ou pour les films ou n'importe quel autre produit. Donc, si vous permettez, avant de donner la parole, c'est Aourar de Chambéry. On commence à commercialiser le produit littéraire. Tout à fait, tout à fait. C'est un levier de développement comme tous les autres leviers. Donc, la culture fait partie, c'est un moyen de développement d'un pays. Donc, si sa culture ne se développe pas, le pays ne pourra pas se développer, c'est clair. Donc, c'est Gouzrou, puis c'est Aziz Aourar de Chambéry pour clôturer la séance d'aujourd'hui. Tfadla, c'est Abdelil. Merci, Serge Abdelrazak. Moi, je préfère revenir à cette polémique sur le mot inspiration. Et moi, je pense que ce qui incite un écrivain ou n'importe qui pour écrire, c'est une sorte de souffrance par rapport de l'écrivain du monde, et c'est là où son imaginaire se développe. Et bon, moi, je suis de formation scientifique, je ne peux pas entrer dans ces détails, mais j'imagine qu'il y a des écoles pour ça. J'imagine que l'école de Mohamed Choukri, c'est pas l'école de Balzac, c'est pas l'école de Gabriel Vasquez. Une question qui vient toujours à l'esprit, par exemple, je te donne un exemple. Pourquoi par exemple, le Pennu de Mohamed Choukri, il a été traduit en plusieurs langues. Quelle est la particularité? Ça, bien sûr, c'est une fierté pour nos Marocains. Est-ce que c'est le récit? Est-ce que c'est l'imagination? Est-ce que c'est l'histoire? Pourquoi, par exemple, Gabriel Vasquez, la même chose, traduit son roman La Solitude? Est-ce qu'il y a une sorte de à respecter? Moi, tout à l'heure, lorsque vous avez parlé de votre roman La Revenante, vous avez parlé de la montagne, du frais. Moi, j'ai pas vu où est-ce qu'il est le lien? Où est-ce qu'il est votre imaginaire? Peut-être que je raconte n'importe quoi parce que je n'ai pas lu le roman. Pour cette histoire de lecture, moi, je remarque, non seulement au Maroc, mais à l'échelle internationale, les gens préfèrent ce qu'on appelle en arabe l'itara. J'ai lu quelque part qu'aux États-Unis, un livre, 1000 exemplaires d'un livre ont été vendus en un seul jour à cause d'une erreur d'orthographe. How to change your life. How to change 1000 exemplaires en une seule journée. Et puis pour la promotion du livre, moi je crois qu'il nous faut au Maroc un Bernard Pivot. Il nous faut un Bernard Pivot qui lit les livres, qui en valeur, parce que normalement on a cette culture, nous Marocains, mais sinon lorsqu'il y a quelqu'un qui essaie de faire le tour de... Est-ce que je peux intervenir? Je connais qui demande la parole. Pas Chakor. C'est Chakor. D'accord, je la donne, c'est Aourar qui était avant vous, parce que d'habitude, on la demande le chat. Puis je vous donne la parole de clôture ou la question de clôture à Salah.
C'est Awrag, puis c'est Shakur. Moi. C'est Aziz Awrag. Merci, Sir Abdelrazak. Puis juste Merci, après, Sir Abdelrazak. Moi, j'ai juste une petite remarque par rapport à la promo pour son livre. Je pense qu'au Maroc, Oui, on t'entend. Des livres d'un écrivain. Et la première chose, il faut déjà que l'éditeur, puisque c'est la personne qui édite le livre, donc il engage une somme d'argent pour éditer le livre, et donc il faut qu'il rentabilise ça. Donc c'est à lui de faire le premier effort pour faire un peu de promo là-dessus. Après, il faut que l'État marocain, la télévision de l'État, puisse organiser, genre, comme il a dit mon collègue, avant une sorte d'émission de Bernard Pivot. Ça ne peut être que sur une télévision de l'État. Et les radios de l'État aussi, pour faire la promo des écrivains, faire des émissions pour parler des livres. Et bien sûr, l'auteur, l'écrivain doit bouger, aller faire des signatures dans les librairies. Et il faut que les libraires jouent le jeu aussi, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui devraient pas vraiment jouer le jeu de faire la promotion des livres. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Shukran. C'est Salah Shakur. Salam alaikum. Je vous remercie d'abord et je vous félicite pour cette table ronde qui est très très intéressante et qui révèle une importance capitale qu'on devrait donner à la lecture parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez tous, la lecture elle commence à se rétrécir, à reculer. Il est important aujourd'hui, avec ce genre de débat, de chercher à inciter les jeunes à lire et surtout que les enseignants de langue qui puissent aussi encourager les jeunes à lire parce que je me rappelle, nous, quand nous étions à l'école, on nous demandait de lire des romans, de faire des résumés, etc. Maintenant, ça se fait de moins en moins et c'est ce qui inciterait les jeunes à lire. Et puis, vous savez que sans lecture, on ne peut pas créer et développer et promouvoir la culture, parce que c'est à travers la lecture qu'on peut développer les idées, on peut s'auto-former, etc., etc. On peut écrire, on peut produire. Celui qui n'écrit rien, qui ne lit pas, il ne peut pas produire, il ne peut pas écrire. Et donc, la lecture est l'une des bases du développement de la culture nationale et internationale. Maintenant, nous sommes envahis par les réseaux sociaux, ce qui réduit un petit peu cette lecture, mais il faudrait, à mon avis, qu'elle fasse quelque chose à faire la lecture. Ensuite, en ce qui concerne maintenant, quand on a parlé tout à l'heure de le mot m'échappe. Comment l'imaginer. Il faut une inspiration, c'est normal. Si on n'a pas d'inspiration, il me disait que c'est réveillé la nuit parce qu'il est incité à se réveiller par unité et se réveiller pendant la nuit pour écrire. J'ai fait des travers chez les jeunes. Merci beaucoup et je vous souhaite bonne soirée. Bonsoir à vous. Bien dit, parce que l'inspiration ne doit pas être vue dans un sens dépréciatif. L'inspiration, c'est un mot qui peut être vague parce qu'il a permis un tas d'interprétations, mais ça veut dire tout simplement qu'il fait d'écrire, tout simplement. Avant de la redonner, c'est Fouad Souiba.
Madame El-Fed. Donc, nous sommes ravis d'avoir une intervention féminine. Tfadla, madame. Bonsoir tout le monde. Et je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce soir. C'est la première fois que je vais intervenir parmi vous, alors excusez mon trac si j'en ai. Et je voudrais vraiment remercier mon ami Abdelrazak pour cette invitation. Et notamment, et après remercier M. Driss Korchi, que je viens de connaître en tant qu'écrivain. C'est vrai que peut-être que sans cette table ronde-là, je n'aurais jamais eu cette occasion. Alhamdulillah. Je voudrais juste dire une petite chose, c'est que le problème que connaît le livre au Maroc, notamment les romans, c'est une partie d'un ensemble. Parce que déjà, la culture au Maroc n'est pas assez valorisée au niveau de l'État déjà, et par son budget étatique, et par ses activités, et par les masses médias. Donc, comment voulez-vous qu'une large masse de jeunesse, notamment, connaisse et ait accès à ces livres? Ça, d'une part. D'autre part, les Marocains de mon temps, parce que je suis quand même assez avancée dans l'âge, lisaient beaucoup. C'était notre troisième temps, c'était nos loisirs. Alors, imaginez le loisir actuellement au Maroc. C'est l'Internet, c'est, comme a dit un ami, c'est tout ce qui est scandale, tout ce qui est fascination et tout. Ce n'est plus lire pour s'instruire ou lire pour avoir une certaine culture. Ça, d'une part. D'autre part, je dis ça parce que je l'ai vécu, parce que par mes fonctions, je suis aussi vice-président chargé des affaires culturelles et sportives localement à Mohammedia. Et ils lisent quand c'est gratuit. Tout le monde afflue pour une dédicace, mais personne ne va acheter un livre à la librairie. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'on n'a pas cette culture de payer une contrepartie pour lire quelque chose et s'instruire. Et ceci, ce que je dis, est aussi valable pour le théâtre, pour le cinéma, pour tout ce que vous voulez. Quand il y a une pièce qui a une entrée gratuite, tout le monde afflue. Mais quand il y a une contrepartie aussi symbolique soit-elle, eh ben, il y a peu de gens qui affluent. Ça, c'est vraiment dommage. Alors moi, ce que je pense, franchement, c'est qu'il est grand temps de démocratiser la culture au Maroc. Je vois nos voisins français là c'est une industrie culturelle qu'ils ont. C'est une industrie de culture. Alors que chez nous, à peine. Je dis ça et pour les livres, c'est-à-dire tout ce qui est écrit en arabe, déjà, dans le cadre de l'arabe, les fois des romans en français, ne prennent pas ses responsabilités et valorisent cette culture parce que la culture dans tout pays, c'est l'identité déjà. C'est l'identité. Comment voulez-vous qu'un écrivain marocain soit reconnu à l'étranger s'il n'est même pas reconnu dans son pays? Moi, quand j'entends M. Korchi faire des rencontres pour pouvoir aller exposer ses livres, ça me chagrine. Et là, je voudrais rebondir sur une chose, c'est que même les écrivains, même ceux qui exposent des tableaux, moi je parle de la culture en général, ils font ça dans un club fermé. Quand ils n'invitent pas la grande masse, ils n'invitent pas les jeunes. Je participais à pas mal de rencontres, ils font ça entre eux. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident qu'un petit groupe
soit dans une salle fermée d'une maison de culture ou d'une maison de jeunesse, ou je ne sais pas moi, dans une salle close, alors qu'on a besoin de faire, de faire affluer la jeunesse, surtout cette jeunesse, c'est-à-dire dont les écrivains sont concurrencés par l'Internet, par tout ce que vous voulez vraiment, par question culturelle pour inviter. Il y a eu quelques essais, mais ce n'était pas ça. C'était quelque chose que, c'est-à-dire que moi, j'en ai vu à la télé, ça ne m'inspirait rien du tout. C'est-à-dire, il n'y a aucune attraction. Alors que vraiment, c'est une communication à faire. Je suis désolée d'avoir parlé de tout et de rien, mais en tous les cas, c'est à chaud que je donne ces réflexions. Et excusez-moi, j'étais un peu longue. مرحبا لاله ملكه avec plaisir. Donc الاخوان باش ما نتقلوش عليكم بزاف je laisserai la parole c'est Fouad Souiba pour clôturer la séance d'aujourd'hui ou s'il a des questions à poser ou des précisions à apporter. À vous la parole, c'est Fouad. Merci, Sir Abdelrazak. Je vais remercier aussi Madame Malika, que je rejoins aussi dans la mesure où effectivement il y a très peu de médias qui aujourd'hui malheureusement se penchent sur la chose culturelle. Mais c'est comme ça parce que les choses changent. Tout simplement, pour moi, les choses changent. Avant, avec quelques journaux de presse écrite, quotidiens, avec une chaîne de télévision, une seule station radio, on savait tout sur tout ce qui se passait au Maroc. Aujourd'hui, avec la multiplication des canaux d'information, on ne sait plus ce qui se passe, nulle part. Et à plus forte raison, en matière des activités culturelles qui ont lieu tous les jours. Alors, je m'explique. Au Maroc, par rapport aux livres, rappelons-nous qu'il y avait une très grande émission qui s'appelle Macharif à la télévision. Rappelons-nous, je rappelle aujourd'hui qu'il y a rien que sur la chaîne internationale d'expression française, il y a 2 émissions dédiées à la littérature qui invitent chaque semaine des auteurs. Donc, si on prend toutes les radios au Maroc aujourd'hui, on prend toutes les chaînes de télévision, exemple des auteurs marocains d'expression française. On vient de créer le collectif des écrivains francophones au Maroc. On vient de créer ça depuis quelques jours, mais on a des groupes sur WhatsApp, on s'invite dans les signature, les présentations des uns et des autres, mais ça ne veut pas dire que c'est un club privé, comme disait Madame Malika, au contraire. Toutes les librairies, tous les instituts, quand ils organisent les activités, ils informent tout le monde. Mais malheureusement, le public, il est tout le temps très peu nombreux. Les gens ne viennent pas, ne se déplacent pas, peut-être pour X raisons. Généralement, ça se passe vers 18h, 18h30, 19h. Peut-être les gens ne sortent pas la nuit au Maroc, parce qu'il faut changer les horaires des présentations des livres. Il faut changer peut-être les horaires des signatures des livres. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les activités, il y en a tellement, ils sont nombreuses. Il faut retenir aussi qu'il y a un public qui vient, qui achète le livre. Moi, je vous le dis, je vous le répète. J'ai sorti depuis 1995, j'ai sorti pratiquement une douzaine de livres. C'est sûr qu'ils sont épuisés, pour vous dire. Mais on tire à 1500, 2000 exemplaires, 1000 exemplaires. On arrive à vendre, mais il faut accompagner son livre. Il faut provoquer des signatures. Il faut aller voir les instituts, il faut aller voir les librairies qui organisent des signatures. Il faut intégrer les collectifs. Par exemple, moi, j'invite Cédric Sakorchi à intégrer le collectif des écrivains francophones du Maroc. Il m'envoie son numéro de téléphone. Moi, je l'intègre déjà dans le groupe WhatsApp. Comme ça, il sait un peu ce qu'on fait. Et après, il va aussi faire partie du groupe. Moi j'ignorais que Cédric existait, pour vous dire. Vous voyez
Moi qui suis écrivain, qui suis romancier, je ne connaissais pas Sidri, je ne sais pas qui c'est qui l'a dit déjà, quel est son éditeur, je ne sais pas pourquoi il est absent des livres, des salons du livre, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'il y a un problème de médiatisation. Oui, c'est ما كنسمعوكش هذا رزاق. J'ai un petit souci de connexion. C'est Souiba, merci beaucoup. Donc, Sidris Qorchi, je pense que l'intérêt de ce genre de rencontre, justement, c'est d'échanger avec l'Ikhwan, la Malika, c'est Souiba. Déjà, le fait d'intégrer un groupe pour moi, c'est Chahid Tawa qui est un écrivain qui est très connu, qui a partagé les écrits Tawa. Donc, je pense qu'intégrer un groupe pareil et sortir avec une connaissance telle que Sifo, Ad Souiba, Si Mokhtar, Si Marzouqi, Ikhwan qui ont un réseau, il faut le dire. Donc, l'intérêt du concept débat du jour, on arrive à faire connaître des personnes par n'importe quel moyen pour qu'ils puissent avoir leur place parmi les gens qui ont déjà pignon sur eux. À vous la parole, c'est Qorchi pour clôturer. Sidris. Et merci à vous tous. Merci Sidris. Bon, je m'excuse, Ikhwan, parce que la connexion Lyon, il m'a joué des tours. Donc, il y a des problèmes. Comme vous le saviez, les ventes ces derniers jours, peut-être, ils ont causé des dégâts techniques. C'est toujours un plaisir de se réunir معكم et de partager. Encore une fois, c'est Qorchi, je vous remercie et je remercie tout le monde. Un nouveau programme au sein de la chaîne. Donc, merci à vous. تمسوا بخير. Merci. Et à merci, la prochaine. merci. Merci toutes Plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci bien.